Dans une précédente vidéo, nous avons évoqué le rôle du raffia dans le royaume Congo. Certaines personnes ont posé une question importante. À quoi ressemble réellement ces textiles raffia et existe-t-il encore aujourd'hui? Pour comprendre cela, il faut regarder le raffia Congo sous trois aspects. Sa technique, son rôle économique et l'héritage qu'il a laissé jusqu'à aujourd'hui. Lorsqu'on parle de textile en raffia d'Afrique centrale, beaucoup pensent immédiatement au célèbre velours du Kasaï du royaume Kuba. Pourtant, bien avant cela, les artisans du royaume Congo possédaient eux aussi une tradition textile ancienne et très développée. Le raffia occupe une place importante dans les traditions artisanales d'Afrique centrale. Dans le royaume Congo, les chroniqueurs européens furent frappés par l'habileté textile des artisans locaux. Plusieurs textes anciens évoquent la qualité remarquable des étoffes produites dans cette région, dont certaines furent rapportées en Europe et conservées dans des collections et cabinets de curiosités. Ces textiles n'étaient pas de simples objets décoratifs, ils jouaient un rôle économique, social et politique majeur. Dans le royaume Congo, le textile en raffia occupait une place centrale dans la vie quotidienne et dans l'organisation sociale. Les textiles du royaume Congo faisaient partie des objets les plus recherchés par les navigateurs et explorateurs européens. Certains furent rapportés en Europe et conservés dans des trésors ou cabinets de curiosités appartenant à des seigneurs et des rois. Le tissu de raffia était produit à grande échelle. Les palmiers étaient cultivés et entretenus avec soin et la fabrication textile pouvait atteindre des volumes importants. Les fibres provenaient de différentes espèces de palmiers. Après extraction et préparation des fibres, les artisans tissaient des panneaux de tissu qui pouvaient ensuite être assemblés pour former des vêtements ou des objets décoratifs. Le tissu de raffia se déclinait en plusieurs types, du tissu simple utilisé au quotidien jusqu'au tissu de luxe richement décoré destiné à l'élite. Les fibres de raffia étaient d'abord trempées, séchées, puis fendues ou peignées afin d'obtenir des fils adaptés au tissage. La longueur des fibres limitait la taille des pièces tissées. Plusieurs panneaux étaient cousus ensemble pour former un textile plus grand. Une fois tissé, le tissu était trempé et battu pour devenir plus souple, puis parfois peint. Les motifs reposaient sur une figure fondamentale, un entrelacement de fibres formant un nœud. À partir de ce motif, les artisans créaient une variété de compositions complexes, zigzags, losanges, triangles ou chevrons. Ces motifs ne se limitaient pas au textile, on les retrouve également dans la vannerie et la céramique, ce qui montre l'importance de cet univers visuel dans la culture Congo. La valeur d'un textile dépendait de plusieurs critères. La finesse du fil, la densité du tissage, la taille des panneaux, la complexité des motifs. Un panneau simple pouvait être réalisé en une journée, tandis qu'un panneau de luxe pouvait nécessiter jusqu'à 2 semaines de travail. Le tissage était majoritairement réalisé par les hommes, même si les femmes intervenaient dans certaines étapes de la production. Le raffia n'était pas uniquement utilisé dans le royaume Congo. D'autres cultures d'Afrique centrale ont développé leur propre tradition textile. Dans certaines traditions voisines, les motifs décoratifs sont brodés après le tissage. Dans la tradition Congo, beaucoup de motifs sont directement intégrés dans la structure du tissu pendant le tissage. Chez les Kuba du Kasaï, les textiles en raffia sont connus pour leur broderie et leur effet de velours. Leur esthétique est souvent plus ornementale et très élaborée. Dans la tradition Congo, les motifs sont généralement intégrés directement dans le tissage, avec une dominance des entrelacements géométriques. D'autres groupes, comme les Téké ou les Lari, présentent aujourd'hui des textiles à motifs plus réguliers ou à carreaux, souvent issus des productions plus récentes ou industrielles.
Le raffia Congo se distingue donc par ses motifs d'entrelacement, son intégration directe du décor dans le tissage et ses usages économiques et sociaux spécifiques. Dans le royaume Congo, le raffia ne servait pas uniquement à se vêtir. Il jouait également un rôle économique important. Monnaie officielle, paiement, hommages et amendes, cadeaux diplomatiques, marchandises commerciales. Les sources historiques indiquent même que le commerce du raffia fut pendant une période plus rentable que la traite des esclaves. Il constituait ainsi un produit d'exportation avec le cuivre et les esclaves. Les tissus circulaient sur des vastes réseaux commerciaux reliant différentes régions d'Afrique centrale aux côtes atlantiques. Le raffia était aussi un marqueur social. Les vêtements les plus longs, épais et décorés étaient réservés à l'élite. Enfin, ces textiles intervenaient également dans de nombreux rites de passage, naissance, initiation, mariage et funérailles. Avec les transformations politiques et économiques, une partie de ces savoir-faire textiles a décliné. Aujourd'hui, les textiles anciens en raffia sont conservés dans des musées et collections à travers le monde. Ils témoignent du niveau technique et artistique des sociétés d'Afrique centrale avant la période coloniale. Cependant, cette tradition n'a pas disparu. Dans plusieurs régions, des artisans continuent de produire des textiles inspirés des techniques anciennes, notamment pour les cérémonies et les événements. La transmission de ces savoir-faire reste un enjeu important pour la préservation du patrimoine. Le raffia du royaume Congo ne se résume pas à un simple tissu. Il constitue un élément central d'un système économique, social et artistique qui a profondément marqué l'histoire de l'Afrique centrale. Bien avant l'arrivée massive des textiles européens, ces sociétés avaient déjà développé des traditions textiles complexes capables d'exprimer le pouvoir, la richesse et l'identité culturelle. Le raffia Congo en est l'un des exemples les plus marquants, et son héritage continue encore aujourd'hui d'influencer les pratiques et les créations contemporaines.